une mise à jour à 800 volts, un nouveau processeur à l'intérieur et d'autres nouveautés intéressantes pour la Polestar 3, la cousine de la Volvo EX190. Que vaut-elle vraiment? On la teste pour vous aujourd'hui avec Thomas d'Autocheful en 4K plein écran et en intégralité. C'est parti avec la toute nouvelle Polestar 3. Et d'ailleurs, derrière nous se trouve l'une des plus belles régions d'Allemagne, le Chiemsee, ce lac magnifique, très célèbre aussi pour les touristes qui viennent de l'étranger. Et on a un superbe point de vue ici avec le lac en arrière-plan. Vous pouvez donc profiter à la fois de la voiture et du paysage. À l'avant, on voit ce design Polestar très spectaculaire avec l'air qui s'engouffre ici à travers cette aile avant, pour ainsi dire. C'est très intéressant. On a aussi toute cette zone de capteurs et de caméras et ça, c'est la couleur Storm. C'est un genre de gris, pour ainsi dire, et ce véhicule est proposé en propulsion ou en transmission intégrale. En propulsion, il fait le 0 à 100 en 6,5 secondes. Avec la version intégrale, vous avez un moteur électrique supplémentaire à l'avant, ce qui fait 4,7 secondes ou 3,9 secondes avec le pack Performance. Des jantes de 20 à 22 pouces. On a ici les 20 pouces, car j'essaye toujours, si possible, d'avoir des voitures qui n'ont pas toutes les options au max. Donc ici, des jantes de 20 pouces, mais avec la transmission intégrale et la grande batterie, parfait pour un test de consommation, et c'est probablement la version que la plupart choisiront. Donc 2 moteurs et 106 kW. Et ça, c'est la grande batterie, la plus petite fait 92 kWh. Donc 2 tailles plutôt correctes, je dirais. Et maintenant, grosse mise à jour pour la recharge, désormais en 800 volts, la trappe de recharge est de l'autre côté sur la portière conducteur. On retrouve encore une fois ce design sportif de Polestar avec un aileron qui dépasse un petit peu. Et là, j'ai réactivé la lumière juste ici pour vous. C'est plutôt cool dans ce montant arrière. Et en plus de ça, on voit la barre lumineuse briller à travers ici, mais aussi sur le dessus. Puis, pour la trappe de recharge, comme dit, technologie 800 volts, 22 min, de 10% à 80% de charge. C'est très important maintenant pour les deux batteries et 11 kW AC, pas d'option 22 kW ici. Et puis, le pic d'essai est soit à 310 kW, soit à 350 kW pour la grande batterie. Autre option intéressante, la suspension pneumatique. Vous l'avez en option sur l'intégrale ou bien de série sur la version performance. Ce véhicule n'en est pas équipé aujourd'hui car je veux aussi voir comment il se comporte sans la suspension pneumatique pour ensuite vous conseiller sur ce qu'il faut choisir ou ce que vous pouvez laisser de côté. Franchement, il faut d'abord le déverrouiller depuis l'intérieur puis tirer ici sur le côté droit et là on a un coffre avant avec un cache plutôt intéressant. Regarde ça, tu peux le plier comme ça et hop, ça permet de ranger un câble de recharge. Pas beaucoup plus, peut-être un tout petit peu, mais pratique quand même. Ici, on a la carte clé. Sinon, tu as ton smartphone. Et puis, quand tu ouvres le véhicule juste ici, ces poignées de porte viennent vers toi. Elles te donnent un retour physique en fait. Et le bruit de fermeture est bien solide, comme ça, ici aussi. Et ce qui est aussi très important ici, c'est équipé du pack plus pour poser la carte clé juste ici. On a donc de l'électricité. Et ici, on a les vitres feuilletées. À l'avant comme à l'arrière, ce sont les vitres acoustiques. Et bien sûr, c'est super de les avoir pour l'autoroute. Et puis, à l'intérieur des portes, on a déjà des inserts pour le système audio Bowers & Wilkins. Et les haut-parleurs sont complètement cachés. C'est l'option qui se trouve également incluse dans ce pack Prime. Ensuite, on a du tissu ici, aussi doux en dessous. Malheureusement, seulement 2 boutons de vitre, donc faut appuyer là pour l'arrière. Je préfère en avoir 4. Dites-moi ce que vous en pensez. La partie basse, ici, je veux dire, la surface est agréable au toucher, mais ça reste du plastique dur. J'aurais aimé du tissu juste là. La partie inférieure ici est au moins, disons, un peu plus douce. Le système Bowers & Wilkins a un super son. Je ne peux que le recommander. Et il est aussi équipé de la réduction active du bruit. On en reparlera en roulant. Ici, du nouveau pour le volant. Avant, c'était tout simplement une zone noire. Maintenant, ces zones montrent aussi ce que vous faites. De plus, vous êtes du côté droit avec ces flèches. Et c'est logique car avant, comme je l'ai dit, il y avait une zone noire et on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Ça a été amélioré maintenant. Aussi, le volant vegan. BMW propose des alternatives plus douces pour ça, mais bon, ça va. Et les instruments, ils sont vraiment petits et directement reliés à la colonne juste ici. Ensuite, on a une surface qui est plus douce, comme un genre de tissu Technica, sur le tableau de bord. Ces sièges-là sont aussi en simili-cuir haut de gamme. Ils sont comme ça ou ils sont
Aussi disponible avec des surpiqûres ici sur le dessus, ce serait aussi possible. Intéressant, le dessus ici est encore plus souple et perforé pour l'appui-tête. Et ici, c'est un peu plus résistant. Et ils ont même une part biosourcée dans ces sièges. En option, ils proposent toujours du cuir animal. Le seul reproche que je fais ici, c'est que la ventilation des sièges est liée au cuir animal. Ce n'est évidemment pas le meilleur moyen d'inciter les clients à choisir des matériaux respectueux des animaux. Cela devrait donc également inclure toutes les options de luxe. Je vais aussi faire un retour très détaillé à l'expert produit ce soir à ce sujet. Mais là, le confort en lui-même est bon et la matière est aussi agréable et douce. Vous pouvez aussi rallonger un peu cette partie inférieure comme ça. Et la garde au toit, au plus bas, sous le toit vitré, c'est tout à fait correct. Sur le côté, ça devient un peu juste, mais ça reste correct pour les grands. Ce diffuseur est déjà sorti et c'est la position la plus basse et on ne peut pas le faire manuellement sur les finitions supérieures. Sur l'entrée de gamme, on peut encore le faire à la main, on sent encore cette encoche ici. Mais ici, ça fonctionne aussi avec le système d'infodivertissement, pareil pour les rétroviseurs extérieurs. Je préfère le classique, plus simple, mais ça peut aussi s'enregistrer sur votre compte utilisateur. Bienvenue dans le cockpit de la Polestar 3. Tout a l'air très épuré et vous voyez, plutôt fermé, mais on peut ouvrir la boîte à gants, appuyé ici sur l'écran. L'inconvénient, c'est qu'il faut appuyer sur l'écran. L'avantage, c'est qu'elle se verrouille quand la voiture ne fonctionne pas. C'est donc une bonne chose pour la sécurité. Ici, dans la partie inférieure, vous avez 2 ports USB-C et cet espace de rangement supplémentaire. Mais je fais toujours attention à ce qu'il soit bien positionné au milieu pour que l'écart soit le même à gauche et à droite. Un toc peut-être. Ici, les porte-gobelets adaptatifs Design 4 points, ça se ferme aussi. Pas mal de noir laqué utilisé par contre, et on a un bouton play et pause pour la musique, le volume, plus ou moins fort, c'est top d'avoir ce retour manuel ici. Et très bientôt, les personnes qui commanderont la voiture neuve verront aussi s'il s'agit d'une propulsion classique, d'une transmission intégrale ou d'un modèle performance. Car voici le design du modèle standard. Le modèle à transmission intégrale aura un genre de repère jaune juste ici, comme celui qu'on voit sur la ceinture de sécurité. Et si tu as la version performance, tu auras la ceinture de sécurité jaune-orangé sur toute la longueur. Et aussi encore plus de jaune sur le bouton Play Pause, c'est leur truc pour faire une petite différence. Et là, c'est doux pour le coude. C'est assez doux, je dirais. Bon, ça pourrait être un poil plus moelleux. Beaucoup d'espace en dessous. Et c'est vrai, cette zone est encore fraîche grâce à la clim, mais elle ne semble pas refroidie activement. C'est plutôt que quand la voiture est refroidie par la clim, cette zone reste aussi relativement fraîche. C'est aussi intéressant à savoir. Ensuite, on a cet élément de décor juste ici, avec le logo Polestar dessus. D'où au toucher sur le dessus, d'autres haut-parleurs du système audio Bowers & Wilkins. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour régler les rétros extérieurs ou le volant, par exemple, il faut passer par le menu. Et ensuite, tu peux utiliser ces boutons-là pour monter, descendre, avancer ou reculer. C'est un peu agaçant. Quand je pousse le volant, là, comme tu peux le voir, le tableau de bord et le commodo de clignotant bougent toujours un peu en même temps. Ils n'ont pas encore réglé ce problème, mais au moins, on a le nouveau design des boutons ici. L'avantage avec ce tableau de bord intégré, c'est qu'on peut toujours voir ce qui s'y passe. Il n'y a donc aucun moment où le volant pourrait bloquer la vue sur celui-ci. Et c'est aussi important d'avoir un repère dans sa ligne de mire. On peut aussi avoir l'affichage tête haute. On a le boîtier ici à l'avant, sinon devant l'écran d'infodivertissement principal. Il est vraiment grand, on le voit super bien. On a l'intégration Google ici avec le support natif de Google Maps. On a toujours Apple CarPlay aussi. Et maintenant, on a aussi l'intégration native de Gemini dans ce véhicule. Et ça, d'ailleurs, c'est le Google Maps intégré. Du coup, on peut parler à Gemini. Comme quand tu parles à Gemini sur ton téléphone et si tu connectes ton compte Google, tu as le même historique. Tu peux parler de certains sujets avec Gemini, puis continuer la discussion plus tard sur ton téléphone. C'est vraiment ce qui fait tout cet univers Google. Dans la partie inférieure, tu as la clim. Malheureusement, avec ce design en 2 étapes, je peux régler la clim et tout ça. Ici, les sièges chauffants, le volant chauffant. Ouais, j'aimerais bien l'avoir directement sous la main ou en physique. Ce serait encore mieux. Intéressant ici, regarde ça. Les symboles là te permettent d'accéder aux réglages auto et tout le reste. Mais si vous passez une vitesse juste là,
alors ces deux-là apparaissent en bas, l'activation ou non de la conduite à une pédale. Ou aussi l'alerte de survitesse de l'UE que vous pouvez facilement désactiver. À l'arrière, les portes sont aussi habillées. Et comme dit, on a aussi des vitres acoustiques. C'est sympa. Et ici aussi, un accoudoir doux et cette partie rigide en bas. Et les sièges Isofix à l'extérieur. On retrouve aussi ce contraste ici sur la ceinture. En rabattant cet accoudoir, c'est vraiment bien fait là, niveau design, et vous avez aussi des porte-gobelets ici avec ces languettes en caoutchouc à l'avant. Il y a aussi une petite trappe à ski que vous pouvez d'ailleurs ouvrir juste ici. Et là, pour abattre ces sièges, enfin, c'est plutôt pensé pour le déverrouillage et pas pour régler l'inclinaison ou quelque chose comme ça. Vous avez bien assez d'espace par rapport au siège avant. On est assis assez bas, par contre, et le plancher est haut à cause de cette plateforme VE. Ça rend bien sûr l'angle ici un peu bizarre car mes pieds sont posés relativement haut, mais au moins le siège reste confortable et on a de la place sur le côté. Cependant, ça devient un peu juste. Après, pour le toit vitré lui-même, ça va. On a toujours ce toit vitré. Cependant, on peut avoir l'option électrochrome. Après, le filtre thermique est toujours inclus et la fonction électrochrome n'y change rien. Le toit PDLC aide tout de même, non pas pour sa fonction, mais parce que c'est le verre haut de gamme qui inclut une couche de filtre thermique supplémentaire. Prends-le quand même. Mais bon, on sent bien que ce toit en verre devient très très chaud. Faut le dire. Ce sera toujours plus chaud comparé à une voiture qui a un toit classique. Alors là, waouh, c'est vraiment incroyablement chaud juste là-dessous. Et puis ça dépend, vous le savez. Par exemple, récemment dans la Mercedes GLC, ça ne chauffait pas. Enfin, pas autant que ça. Et en bas, c'est sympa d'avoir ce plancher plat, une recharge USB-C dans la partie inférieure, une clim séparée pour l'arrière et même des sièges chauffants à l'arrière, là encore. Si vous avez ce pack Prime optionnel, passons maintenant au coffre. On l'ouvre juste ici en bas, 480 litres. Ensuite, vous avez ce cache, des rails à gauche et à droite. Le truc, c'est que cette encoche ici n'est parfois pas assez solide, donc il retombe parfois. Et vous pouvez voir ici que ça passe tout juste pour que la valise cabine soit verticale en dessous. C'est donc très juste. Le coffre est en fait très peu profond dans cette configuration, car jusqu'au sommet, il n'y a que environ 26 pouces, soit 65 cm. Cependant, vous avez un très grand espace supplémentaire ici. Vous pouvez peut-être même y mettre une valise en dessous. Presque. Presque. Donc, ouais. Mais vous voyez, au moins, vous pouvez aussi la mettre comme ça. Peut-être. Un peu. Ouais, presque. Voyons voir. Mais au moins, c'est aussi spacieux en dessous. On va faire comme ça. Et puis là, pour la largeur, on part sur... C'est plutôt cool, en fait. Environ 1,10 m. La longueur normale ici fait donc 1 mètre. Et puis, pour rabattre les sièges, eh bien, il n'y a pas de déverrouillage à distance ici. On doit donc tendre le bras comme ça. Les appuis-têtes se rabattent, par contre. Voilà, et voilà. On peut utiliser toute la longueur, ce qui fait ici presque une règle entière. Ça fait genre quand on utilise 90 ou 76 pouces. Alors maintenant, on va sur cette route de campagne. On a la transmission intégrale. Waouh, elle a vraiment beaucoup de punch, n'est-ce pas? Elle a un sacré punch. Et tu peux aussi faire des accélérations genre de 35 à 100. Allez, on y va, c'est parti. Oh, oui, ça y est bien. Waouh, ouais, ouf. Je dois bien dire que ça vous coupe complètement le souffle, vraiment. Je veux dire, ça fait genre 4,7 secondes avec cette transmission intégrale et ce serait 3,9 avec le pack performance, ce qui n'est pas nécessaire, je trouve. Et en plus, on a un réglage de suspension pneumatique plus sport. Franchement, ça n'a aucun sens. Le pack performance, c'est juste pour vous soutirer de l'argent sous prétexte que vous voulez les réglages les plus sportifs et tout le reste. Mais ça n'a absolument aucun sens. Ça vous enlève tout simplement du confort. Et cette accélération en plus, c'est vraiment trop. C'est vraiment trop. Celle-ci est déjà largement suffisante, c'est clair, et elle est extrêmement silencieuse. C'est un silence de mort, flippant, ouais. Enfin, 2 facteurs. On a le vitrage feuilleté ici, les vitres acoustiques, c'est une chose. Mais il y a aussi, comme on a le système audio Bowers & Wilkins dans ce pack Premium ou Prime, la réduction active du bruit.
Et c'est quelque chose qui fait toujours débat. Je veux dire, selon votre sensibilité par rapport à ce sujet, personnellement, je le ressens toujours, parce que c'est... Ouah, il faut faire attention ici. Un peu comme une sensation de vide près de l'oreille. Je pense qu'ici, ça va encore. C'est pas trop fort. Et l'effet produit, c'est vraiment un peu comme un double silence. Alors là, quand on roule dans la ville, c'est presque irréel. Récemment, dans la Volvo XC60, n'oubliez pas que le X90 et sa proche parente, elle a le même statut pour la réduction active du bruit que celle-ci. On l'a senti dans le X160, le tout nouveau modèle qui est, vous savez, à un autre stade de développement. C'est un deuxième chien que je vois dans le panier d'un vélo là-bas. C'est trop mignon. Donc dans le tout nouvel EX160, c'est tellement fort que j'envisagerais presque de ne pas acheter la voiture, tellement l'effet est puissant. Je me demande toujours, et je demanderai à l'ingénieur plus tard, pourquoi on ne peut pas simplement le désactiver? C'est un réglage logiciel. En gros, on pourrait juste l'activer ou le désactiver pour la réduction active du bruit, comme avec des écouteurs, genre des AirPods. On peut aussi facilement désactiver la réduction de bruit. Donc je vais vraiment creuser le sujet. Côté technologie à bord, direction l'autobahn allemande. Mais ici, comme dit, c'est moins poussé que dans le Volvo EX60. Et nous avons également remarqué un peu plus tôt que jusqu'à environ 100-120 km à l'heure, cela joue vraiment un rôle énorme. Mais qu'en est-il? Nous roulons un peu plus vite, alors dirigeons-nous maintenant vers l'autobahn allemande. Ouais, on peut aussi accélérer plus tranquillement sur l'autobahn. C'est clair que c'est plus facile pour Léa aussi. Là, à 100 km à l'heure, waouh, c'est vraiment tellement silencieux, c'est fou, et je me demande si ce n'est pas plus bruyant à la caméra que ce qu'on ressent. Tu sais, je ne sais pas, c'est aussi quelque chose qui pourrait être intéressant. Au fait, c'est cool d'avoir la carte sur l'écran digital. Je peux peut-être te montrer les réglages de conduite ici. Et je peux suivre le GPS. On a dit sur les petits instruments digitaux qu'on avait le support natif de Google Maps dedans. Ce serait donc l'une des rares voitures où l'on utiliserait parfois celui-ci, et pas seulement la super fonction CarPlay. Là, vous avez peut-être vu le fameux panneau allemand de vitesse illimitée sur l'autoroute. Génial. Oh, on peut rouler plus vite maintenant. 130 km à l'heure, 80 miles à l'heure, toujours très silencieux. Une bonne accélération, même déjà lancée. C'est cool. Et là, même à vitesse élevée, super, super silencieux. Et niveau suspension, je trouve que, surtout sur l'autoroute, c'est vraiment pas mal, même sans la suspension pneumatique. La voiture reste très calme et stable. Encore une fois, une jolie vue sur le lac ici. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal, vous voyez. Même quand je change de voie à des vitesses plus élevées, la voiture reste tout de même assez stable. Je dirais donc sans hésiter qu'elle est aussi adaptée aux autoroutes allemandes pour ce qui est des sensations de conduite. Voyons le changement de voie automatique. Elle ne veut pas le faire. C'était genre, non, je veux le faire. Ouais, il y a trop de monde en ce moment. Donc forcément, c'est ça le truc. Les systèmes automatiques, ils veulent vraiment être sûrs de ce qu'ils font. Du coup, ils essaient toujours de rester très... Je devrais peut-être forcer le passage. C'est ça le truc. Dans ce cas-là, je préférerais le faire moi-même et puis après me rabattre à nouveau sur la voie de droite. Je pense vraiment que c'est plus simple. Sinon, on y sera encore demain. Voilà, on peut tout à fait faire comme ça. Active le régulateur de vitesse à une vitesse plus élevée et refait le changement de voie automatique. Ouais, c'est ce que je veux faire. Voilà, je ne touche pas au volant. Et voilà. Et ouais, c'est plutôt pas mal. Mais là, quand elle est dans la voie et qu'on dirait... Enfin, non pas que ce soit super mauvais, mais ce n'est pas le plus calme des systèmes d'assistance. Disons-le comme ça. Donc, à 100 km à l'heure, on a 16 kWh au 100 km. Bon résultat. Ça fait 6,1 km par kWh, soit une autonomie réelle de 645 km pour la grande batterie. Ensuite, à 130 km à l'heure, on est à 23 kW au 100 km, soit 4,3 km par kW. Ça donne une autonomie réelle de 450 km pour la grande batterie. Bon résultat globalement par temps clément. Ils ont aussi un peu bossé l'efficacité et le reste. La transmission intégrale peut aussi découpler le moteur électrique avant. Cependant, la propulsion avec la plus petite batterie s'en sortira toujours bien niveau autonomie, même si cette batterie est désormais plus petite qu'avant.
Faut faire attention à ça. D'un autre côté, ils seront peut-être un peu plus flexibles sur les loyers de leasing. Faut voir. Côté prix, en Europe, ça commence sous les 80 000 € pour la version propulsion avec la petite batterie. Ensuite, si tu passes en transmission intégrale avec la grande batterie, c'est plus cher. Vu la situation actuelle, avec un bon équipement, sans tout prendre, on peut rester sous les 100 000 €. Si jamais tu prends le pack performance, alors là, on dépasse carrément les 100 000 €. On est donc déjà sur des tarifs très élevés et comme je l'ai dit, c'est aussi la cousine de la Volvo EX90. Si vous n'avez pas vu cet essai, vous pouvez le regarder juste ici. Et bien sûr, il y a aussi d'autres concurrentes électriques allemandes face à elle.